Bonsoir. Je suis ravi d'être présent parce que, comme disait Jean-Christophe, ma passion c'est l'humain dans toute sa complexité, mais aussi et surtout de pouvoir vous partager à la fois une multitude d'expériences, mais surtout un thème qui est complexe. Le thème de la peur, je l'ai vécu effectivement à partir de l'âge de 18 ans. Donc ce que nous allons voir pendant ces 50 minutes, c'est à la fois d'autres sujets, parce que je vais aborder la problématique du mental, du burn-out aussi dans l'entreprise, des rapports que nous pouvons avoir avec nos émotions, et puis une ou deux surprises pour que effectivement ce ne soit pas que théorique, puisque je ne suis pas un intello, je suis plutôt quelqu'un qui a été sur le terrain. Je suis né à Quimper en 1962. J'ai beaucoup aimé la Bretagne, et puis effectivement à 18 ans, dans un milieu familial d'entrepreneurs, mais mes oncles, mes tantes, mon père était chef d'entreprise et ils ont réussi sur le plan professionnel. Mais je me rendais bien compte qu'à l'intérieur, dans leur intimité, beaucoup de conflits, beaucoup de stress, beaucoup de pression, qui fait qu'à un moment donné, la question s'est posée, quel était le sens de ma vie et quel était l'essentiel que je pouvais découvrir. Donc ce thème, il n'est pas facile à aborder, surtout pour beaucoup d'hommes où il ne faut pas avoir peur, mais en même temps, vous verrez que c'est humain. Et je suis parti donc à 18 ans et demi, ne sachant pas quoi faire de mes études, comme d'ailleurs beaucoup d'étudiants. Et j'ai annoncé à mes parents, je me souviens encore, c'est comme si c'était hier, alors qu'aujourd'hui j'ai 61 ans. Je leur ai annoncé que je savais enfin ce que je voulais faire. Je voulais pas partir, je voulais pas passer mon bac, alors que je préparais un bac économique. Et je leur ai dit avec beaucoup de joie que j'allais prendre ma retraite. Je me souviens encore ma mère qui m'a regardé en disant ça y est, il fait encore le guignol. Mon père, un peu plus concret, me dit tu veux dire quoi? Je dis voilà, j'ai plein de rêves, j'ai plein de désirs, je ne sais pas qui je suis et je veux expérimenter la vie sous toutes ses facettes. Donc je prends ma retraite et je pars. Voilà, avec une forme de naïveté d'ailleurs, mais qui m'ont permis de comprendre en fait, après 23, 24 pays visités, différents métiers exercés, qu'en fait les problèmes humains sont partout pareils. Ils s'expriment différemment selon la culture, selon l'endroit où l'on est, mais les problèmes humains, les mécanismes en tout cas qu'on va voir aujourd'hui, sont les mêmes partout, l'expression est différente. Donc quand je suis parti à 18 ans, je suis parti avec deux peurs. La première peur était la peur de l'inconnu, et la deuxième peur était la peur de l'incertitude, où il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre, mais pas que comprendre, intégrer aussi le fait que ces peurs étaient des illusions, parce que comment peut-on avoir peur de l'inconnu si c'est une inconnue? Ce qu'il m'a fallu comprendre sur le terrain, que la peur de l'inconnu, en fait, était la peur de lâcher mon connu, c'est-à-dire ma sécurité, ma zone de confort, des expressions que vous connaissez, le confort familial, le confort aussi amical. Mais je suis quand même parti avec ces deux peurs. C'était un peu lourd dans le sac à dos. Il m'a fallu un peu de courage. D'ailleurs, le courage n'est pas l'opposé de la peur, mais simplement agir avec sa peur et faire ce que l'on doit faire. Et donc, durant ces quelques années, j'ai pu m'apercevoir que cette peur de l'inconnu était une illusion, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour l'intégrer. La première chose et la première illusion dans laquelle je suis tombé, ou surtout la difficulté, c'était d'intégrer la peur biologique de la peur psychologique. Nous avons tous en nous, et c'est un des points communs que nous avons, les hommes et les femmes, une part animale, appelez ça la conscience animale, appelez ça le cerveau reptilien, mais dès qu'il y a un danger, eh bien, ce signal d'alerte nous informe de cet événement. Et à ce moment-là, il y a deux actions, soit le combat, soit la fuite. C'est la caractéristique de tous les animaux qui sont dans une dynamique de survie, que face à un danger, ce signal d'alerte se met en route. Et ce signal d'alerte, nous l'avons en nous. C'est une décharge électrique qui va créer une sorte d'accélération cardiovasculaire et qui va amener un afflux de sang dans la structure musculaire pour pouvoir agir. Tout le problème que nous avons dans notre pays et dans d'autres pays, c'est que ce signal d'alerte peut rester bloqué. Bloqué quelques minutes, voire bloqué quelques heures, ou voire des mois ou des années. Et cette première distinction est à faire entre les peurs psychologiques, c'est ça que je vais aborder, et les peurs biologiques, ou lorsqu'il y a un danger.
Donc, pour vous permettre de vivre ce signal d'alerte, il y a au cœur de chaque table un petit cahier que je vous invite à ouvrir et vous allez voir un nom d'animal qui apparaît. Donc à ma droite, il y a les abeilles, là il y a les poules, il y a aussi les dindons, il y a aussi les loups, les moutons. Et donc ce que je vous propose, c'est de créer ensemble la ferme des animaux pour pouvoir exprimer pour chaque table le nom de l'animal que vous pouvez vivre. Donc concrètement, ce que je vous propose, c'est de vous tous de vous lever et, écoutez bien, d'exprimer à fond l'animal en mimant avec votre corps, avec des gestes, avec du son, dans la joie et la bonne humeur qui caractérisent cette assemblée. Voilà, je vous invite à vous mettre debout et en même temps de conscientiser ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que déjà, pour la plupart d'entre vous, et c'est normal, le signal d'alerte est déjà opérant. Et il y en a plein qui se demandent, mais c'est quoi ce loustic, c'est quoi ce couillon à lunettes, qu'est-ce qu'il nous propose et tout. Donc voilà, je vous invite à vous lever, vraiment de vous lever, et tant que j'ai pas dit stop, allez-y à fond de l'animal qui a été inscrit. Voilà, à 3, 1, 2, 3. Je vous remercie. Alors, je ne cherche pas à vous piéger, je suis vraiment à votre service et pour illustrer cette distinction. Mais si vous regardez bien, ça a été difficile, en tout cas au premier abord, d'exprimer votre animal à fond. Pourquoi? Parce que ce signal d'alerte est resté bloqué et il y a eu après des pensées, des peurs qui sont arrivées, plus ou moins d'ailleurs conscientisées. Ça peut être la peur du ridicule, la peur de qu'est-ce que mon patron va penser de moi, il m'a jamais vu sous ce jour-là, ou la peur, effectivement, bref, la peur. Si vous voulez, j'ai d'autres exercices pour pouvoir illustrer ce thème complexe. Alors, ce signal d'alerte-là, il est valable. Il est vraiment utile parce que face à un danger, il nous permet d'agir. Mais dans le monde de l'entreprise, ou même dans nos vies personnelles, dans le pays dans lequel nous sommes, si vous regardez bien, il n'y a pas vraiment de danger. Et donc, toutes ces peurs psychologiques gangrènent littéralement les relations professionnelles. J'ai commencé à exercer ce métier en 93 et je me souviens quand je proposais aux chefs d'entreprise d'intervenir sur le thème de la peur, la plupart des chefs d'entreprise me disaient « mais ici il n'y a pas de peur, je ne comprends pas pourquoi j'introduirais ce thème ». Parce que c'était un phénomène qui était invisible. À ce jour, ce phénomène devient visible, mais il prend, je dirais, des formes différentes. Par exemple, l'agressivité. Un individu qui devient agressif au sein d'une relation, c'est qu'il est lui-même manipulé par la peur. Quel genre de peur? Ça dépend du contexte dans lequel il est. Un individu qui est dans l'évitement, ça vous connaissez tous, des hommes ou des femmes qui à un moment donné ont du mal à se positionner, qui ont du mal à dire ce qu'ils pensent, leur opinion, ou simplement à dire non à une proposition, eh bien l'évitement est une stratégie dont la peur est justement la manipulation. Mais il peut y avoir aussi la fuite qui est caractéristique de beaucoup je dirais de salariés, sans qu'ils s'en rendent compte. C'est pour ça que c'est important que vous entendiez que, en ce qui me concerne, il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais d'accusation, il n'y a jamais de c'est bien, c'est mal. Mon point de vue est très simple, nous n'avons pas appris l'essentiel à l'école. Nous n'avons pas appris justement à reconnaître et à comprendre comment nous fonctionnons sur le plan professionnel et ou sur le plan personnel. Donc vous l'avez compris, la connaissance de soi chez moi est une passion, mais pas que. J'ai aussi d'autres passions puisque j'adore entreprendre, j'adore oser. J'ai acheté une ferme il y a une quinzaine d'années, une ruine en Ardèche pour en faire un centre de formation qui reçoit un hébergement complet. Et j'ai plein d'activités qui m'ont permis effectivement d'apprendre non pas à avoir un métier, mais être qui je suis au sein d'un métier. Et nous n'avons pas appris justement à repérer ces mécanismes qui peuvent nous enfermer dans des carcans à la fois émotionnels, affectifs,
mais aussi et surtout psychologique. Donc vous l'avez compris, la connaissance de soi que je propose, ce n'est pas une connaissance de soi qui est philosophique, même si la philosophie est valable, mais c'est une connaissance de soi qui est dynamique et qui est pragmatique et qui est concrète et qui peut effectivement tout de suite, et ça c'est mon grand désir par rapport à vous, être accessible à partir de ce soir, voire même mettre en pratique à partir de demain. Donc vous connaissez tous ce que c'est que l'angoisse et l'anxiété et la peur, qui peut prendre différentes formes. Je dirais que l'angoisse est un état, et c'est une accumulation de peur que je n'ai pas su gérer et qui devient un état, alors que la peur, qui est une émotion, je ne parle pas de la peur biologique, qui est un signal d'alerte, mais quand ce signal d'alerte se fixe, elle devient une émotion. Et c'est de ça dont je vais traiter pendant cette conférence. Les émotions, à un moment donné, deviennent une problématique parce que nous n'avons pas non plus appris à apprendre à reconnaître, identifier toute la gamme des émotions qui sont permanentes au quotidien, à la fois dans la vie personnelle et professionnelle. Donc la peur est une émotion et elle s'inscrit au sein de la relation. C'est-à-dire que l'angoisse, si par exemple je suis à un moment donné angoissé, c'est un état, alors que la peur s'inscrit toujours au sein d'une relation. Et les conséquences sont tout simplement catastrophiques. Catastrophiques d'un point de vue professionnel et personnel. Donc j'aborderai ici le plan professionnel. Une des premières conséquences, c'est ça nous coûte de l'argent. Je ne connais pas un commercial qui, à un moment donné, dans la relation, où il craint de perdre le contrat, être pris par la peur. Mais ça nous coûte aussi beaucoup de projets, le nombre de projets qui ont été gangrénés, qui ont été avortés, qui ont été arrêtés, parce que la peur était là et nous manipulait, sans d'ailleurs prendre conscience des dégâts ou de l'impact que ça pouvait avoir. Vous allez voir, à un moment donné, je vais aborder le mécanisme et vous verrez que d'un point de vue théorique, c'est simple. Après, il faudra de la pratique pour commencer justement à ouvrir ce champ des possibles qui ne peut être créé que si à un moment donné, je lève certains voiles dont la peur est un voile assez important, surtout à notre époque. La liberté, nous sommes tous plus ou moins, je dirais, désireux d'atteindre cette liberté, mais mon point de vue, c'est que je ne peux devenir un homme libre que si et seulement si j'aborde aussi le thème de la responsabilité. Le thème de la responsabilité au sens étymologique qui signifie être acteur de sa vie, l'habilité à répondre de ses actes, et non pas sur un plan juridique, être responsable qui signifie être fautif. Donc je voudrais introduire la notion de responsabilité qui va vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne dans la relation et comment la peur, effectivement, peut devenir, à un moment donné, un poison dans nos relations. Jean-Christophe, tu veux bien venir, s'il te plaît ? Voilà, donc là, Jean-Christophe se joint à moi, merci. Et si vous regardez bien, là, nous sommes trois. Il y a Jean-Christophe, il y a moi, et la relation, puisque c'est la grande différence entre nous et les animaux, nous sommes des êtres de relation. Et cette relation est symbolisée par cette écharpe, tout le monde voit, cette écharpe qui représente effectivement une sorte de canal dans lequel va passer des messages, dans lequel va passer des besoins, des émotions, des sensations, et en même temps des projets, etc., etc. Comme vous pouvez le constater, cette écharpe-là, il y a deux bouts. Il y a mon bout et il y a le bout de Jean-Christophe. Et toute relation existe parce qu'il y a toujours deux acteurs qui disent oui à la relation. C'est pour ça que là, nous sommes tous les deux co-responsables à 50% de la nature de cette relation et de la qualité de cette relation. La co-responsabilité sous-tend, nous sommes co-acteurs. Si à un moment donné, je lâche la relation, je lâche le bout de la relation, concrètement, il n'y a plus de relation. Et si Jean-Christophe, à un moment donné, décide, pour des raisons qui lui appartiennent, de lâcher le bout de la relation, je me retrouve seul avec mon bout et il n'y a pas de relation. Donc dès qu'une relation existe, que ce soit une relation là d'égal à égal, de parité, qui est une relation à la fois amicale et professionnelle,
c'est parce qu'il y a deux acteurs qui ont dit oui. Donc nous sommes co-responsables, co-acteurs de cette relation. Il faudra aussi apprendre à définir la relation. Là, la relation, elle est d'égal à égal. Ce n'est pas une relation hiérarchique. Je n'ai pas de pouvoir sur toi, de même que tu n'as pas de pouvoir sur moi. Il existe des relations hiérarchiques, patron-salarié, ou alors parent-enfant. J'ai moi-même 2 salariés dans l'entreprise que j'ai créée. J'ai donc une relation hiérarchique avec eux. Bon. La notion de co-responsabilité, elle est facile à intégrer, elle est facile à comprendre, parce que là, c'est très concret. Co-responsabilité. En revanche, à mon bout de la relation, et encore une fois, nous n'avons pas appris à mettre de l'intelligence dans nos relations, alors que nous participons en permanence à des relations professionnelles, amicales, personnelles, familiales. Eh bien, à mon bout de la relation, je considère que je suis responsable à 100% de tout ce qui peut se passer à mon bout. Je suis responsable de ce que je dis, je suis responsable de ce que je fais, je suis responsable de ce que je ressens, mais je ne suis pas responsable de ce qui se passe ici. Et c'est pour ça que ce n'est pas facile ce que je vais introduire, parce que ça peut faire des chocs pour certains. Je suis très conscient que nous avons appris le contraire. Pour d'autres, ce sera des piqûres de rappel. Mais si je veux être libre, libre de qui je suis, fondamentalement, si je veux être libre de mes peurs et libre de mes émotions, je dois d'abord conscientiser qu'à mon bout de la relation, je suis responsable à 100% de ce qui se passe ici. Et la grande difficulté, c'est que depuis tout petit, nous avons appris le contraire, et donc dès qu'il y a une difficulté, un stress, une peur, une pression, notre réflexe, c'est de cacher notre bout pour aller sur le bout de l'autre et commencer à parler sur l'autre, définir l'autre, accuser l'autre, et ça donne des messages que vous connaissez tous. Vous me mettez la pression, tu me mets la pression, tu m'énerves, tu m'agaces, voilà, je parle sur l'autre. Alors nous devrions apprendre à dire, voilà, je me sens sous pression, ou alors je me sens pas très bien et je voudrais vous partager ça. Donc la notion de co-responsabilité et de responsabilité, elle est importante parce que dans le registre de la peur, si j'ai peur et que je veux commencer à me libérer de la peur, qui est un véritable poison qui vraiment empoisonne nos relations, mais de façon souvent invisible, je dois prendre la responsabilité que c'est bien moi qui ai peur. Quand je suis parti voyager, je suis parti avec la peur de l'incertitude, c'est bien moi qui avais peur de l'incertitude. J'avais peur aussi de ne pas pouvoir y arriver parce que tous les messages qu'on m'avait adressés, c'était « Eric, tu files un mauvais coton, c'est dommage de gâcher autant de potentiel, tu vas finir drogué ». Ma mère pensait que j'allais me faire décapiter en Inde parce qu'à l'époque, c'était la guerre avec les Sikhs. Enfin bref, tous des messages négatifs. Alors que, qui a peur à un moment donné, c'est bien à mon bout. Donc si par exemple, tu es mon patron et que tu me licencies, ok, je propose que tu choisisses quelqu'un qui va représenter le licenciement. Monsieur, vous voulez bien venir, s'il vous plaît? C'est symbolique, hein, il faut que ce soit un peu concret, d'accord? Voilà, donc voilà le licenciement, d'accord? Donc il est à ton bout, voilà. Et si à un moment donné, ton licenciement il est là, mais si tu as peur de me licencier, okay, vous pouvez venir, monsieur? Voilà, c'est symbolique, voilà la peur du licenciement. Okay. Donc, tu es à ton bout. Okay. Donc, il est là, la peur. Okay. Voilà. Et tu as peur de me licencier parce que tu imagines à mon bout comment je pourrais le vivre, comment je pourrais l'interpréter, alors qu'en fait, au moment où tu me licencies, madame, vous pouvez venir, s'il vous plaît, hein? Il y a encore de la place. Oui. On va pousser ça. Voilà. Donc, au moment où tu me licencies, voilà ce que je vis à mon bout de la relation, eh bien je vis la joie. La joie parce que, en fait, vous voulez bien venir, s'il vous plaît? Non, mais il y a beaucoup de monde dans une relation. C'est pour ça que je vous dis que la peur, c'est un sujet complexe et je ne peux pas aborder le mécanisme de la peur si je n'aborde pas à un moment donné cette complexité qui s'exprime dans la relation. Et donc voilà ma joie par rapport à ta peur du licenciement et ton licenciement, parce qu'enfin, je vais pouvoir réaliser un rêve d'enfant. C'est symbolique, tu représentes un rêve d'enfant. Hein, d'accord? Ok. Voilà. Donc, je vous remercie, d'accord? Pourquoi je te remercie, Jean-Christophe?
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire rester à votre bout. Ça c'est je dirais, un des premiers énoncés que je voudrais vous proposer, c'est que dans les relations, n'allez pas sur le bout de l'autre, à interpréter, imaginer ce que pourrait penser l'autre, ou ce qu'il pourrait dire, ou la manière dont il va agir, parce qu'en fait, concrètement, nous ne savons pas. En tant que patron, quand je vois effectivement mon salarié qui est pris à un moment donné par un stress, je ne prends pas sur moi son stress. C'est ça que ça veut dire. Mais être responsable ne veut pas dire s'en foutre. Je ne m'en fous pas de son stress. Je vais prendre soin de lui, je vais lui proposer de voir les choses différemment par rapport à un nouveau projet que je lui ai proposé, mais je ne prends pas sur moi son stress, parce que si je le prends, je vais mal dormir et je vais avoir des problèmes de dos. Vous connaissez tout ça, quand on prend sur soi le champ émotionnel de l'autre, et bien à ce moment-là, nous pouvons effectivement perdre aussi notre énergie. Donc restez à votre bout, et vous verrez que ce n'est pas facile, parce que dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a tout un champ émotionnel qui s'appelle la peur, ou le stress, ou la pression, notre réflexe, effectivement, c'est d'aller déposer ça sur l'autre. Donc les peurs, c'est un gros sujet qui m'a passionné et qui me passionne encore. C'est ce qui m'a motivé d'ailleurs pour intervenir à l'APM depuis 4 ans. Ça va faire 4 ans en 2024. Et alors que ça fait 10 ans qu'on me propose d'intervenir à l'APM, et j'ai toujours refusé, tout simplement parce que j'avais énormément de travail, et qu'à un moment donné, quand j'ai vu ce qui se passait avec le confinement, j'ai rappelé ce dirigeant pour lui dire, écoute, je crois que c'est plus important que j'aide les dirigeants, que les comédiens à travailler, à exprimer différemment, je dirais, leur jeu de comédien. Donc c'est ce qui m'a poussé à intervenir à l'APM. Mais j'interviens aussi beaucoup pour des étudiants, j'interviens aussi beaucoup pour des hommes et des femmes, ce qu'on appelle les particuliers qui viennent en thérapie. Mais toute ma pédagogie, elle est toujours orientée sur l'action. Parce que comprendre ne suffit pas. C'est pour ça que le champ de la peur doit être à un moment donné être vu, doit être compris. Et vous l'avez bien vu, hein, dans le petit exercice un peu, je dirais, drôle que je vous ai proposé, peut-être certains l'ont fait à 100%, mais la plupart d'entre vous ont commencé à émettre une forme de résistance parce que tout simplement la bulle de la peur était présente, mais qui prend différentes formes. Or, si vous proposez cet exercice à des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, ils le font à fond, quoi. Ils y vont, quoi. Ils s'amusent, ils s'éclatent, ils montent sur la table et tout, et puis ils y vont. D'ailleurs, si on le refait tout à l'heure, peut-être que ce sera différent. Et donc, en tant qu'enfant, nous avons perdu au passage l'authenticité, la joie, la spontanéité, parce que nous avons été plus ou moins éduqués par ce champ de la peur. Ce phénomène, d'ailleurs, s'est accentué depuis les années 90, et ça a commencé avec les bulletins d'alerte météorologiques. Avant, il n'y avait pas des bulletins d'alerte. Bulletins d'alerte pluie, bulletins d'alerte canicule, bulletins d'alerte vent. Enfin, on est tout le temps en alerte, quoi. Ce qui crée à un moment donné une forme de folie. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez voir, ça peut se dépasser. Encore faut-il intégrer et comprendre comment ça fonctionne effectivement ce mécanisme. Je vais aborder maintenant la place du mental et la place des pensées. Dans la non-connaissance que nous avons de nous-mêmes, nous n'avons pas appris à distinguer quelle est l'utilité du mental. Quelle est l'utilité de cette intelligence qu'on appelle l'intellect, qui nous permet de faire de magnifiques choses, puisque le mental nous permet de structurer. Structurer quoi? Le rapport à la matière. Et ce mental, à ce jour, devient de plus en plus actif, et même trop actif. Si vous regardez bien le matin, quand vous vous levez et que le réveil sonne, et que vous ouvrez les 2 yeux, déjà les pensées passent. Déjà ça commence à se dérouler. Qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va penser? Et puis, est-ce que ça va bien se passer aujourd'hui? Ça n'arrête pas, quoi. Donc nous devons apprendre à maîtriser ce mental. Nous devons apprendre au quotidien. C'est pour ça que ce n'est plus, comment dirais-je, c'est même plus une pratique, ça devient une discipline, pour apprendre à domestiquer le tyrannisme du mental qui est de plus en plus actif dans nos vies
nos vies à la fois professionnelles et personnelles. Et ce mental qui devient de plus en plus actif, il est tout le temps nourri par justement des informations qui viennent de l'extérieur. L'extérieur, c'est Internet, c'est aussi toute la somme de divertissements, c'est aussi toutes les informations qu'on peut avoir avec les portables, qui à un moment donné allument littéralement ce mental. Le rôle du mental, c'est quoi? Le rôle du mental nous permet de structurer et agencer nos agendas. Dès le moment où vous avez un projet, dès le moment où j'ai un projet, ou simplement un rendez-vous, j'utilise mon mental, qui me permet de faire un pont entre mon présent et mon futur. Donc j'organise, je planifie, j'imagine, et ça c'est OK. Mais si vous prenez maintenant le concept de la relation, dès le moment où je commence à imaginer, interpréter comment l'autre va réagir par rapport à l'énoncé d'un message, je me fais choper. Je me fais choper. Et c'est là que la peur arrive. La peur de demain, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être licencié ou la peur tout simplement qui prend des formes multiples. Et ces peurs, nous les créons. C'est ça que je voudrais vous montrer, c'est que ça n'a rien à voir avec les événements qui arrivent, qu'importe l'événement, ça a à voir avec notre rapport à l'événement. Et nous n'avons pas appris à rester purs face à un événement. Qu'importe l'événement, une nouvelle information, une nouvelle idée, ou ce qui se passe en ce moment, et s'il n'y a pas de danger, nous sommes face à un événement et nous sommes dans la conscience réflexive. Qu'est-ce que j'entends par la conscience réflexive? J'entends le fait que nous commençons à analyser, interpréter un événement. Mais nous ne sommes pas capables de faire face à l'événement qui nous permet d'avoir à un moment donné une information juste de ce qui doit être vu ou en tout cas de ce qui doit être pratiqué ou dit. Si je prends par exemple cette boîte de Kleenex, vous savez ce que c'est? C'est toutes les pensées qui jaillissent au quotidien. Vous savez, ces pensées-là qui sans arrêt passent, ça n'arrête pas, quoi, sans arrêt. Vous connaissez ça? Hein? Tout le matin, vous vous levez, et puis alors si en plus vous regardez votre boîte mail, ça c'est une grosse boîte mail, et puis il y a plein de pensées qui passent comme ça vole comme ça part dans tous les sens comme ça. Okay, bon. Si on était capable juste comme ça de voir les pensées comme des mouches qui passent comme ça, il n'y aurait aucun problème. Mais vous savez ce qu'on fait? Parce qu'encore une fois on n'a pas appris, c'est que dès qu'il y a une pensée qui passe, eh ben, on la regarde. Et puis là, vous voyez, là, on commence à s'identifier à elle. Genre, est-ce que mon client va être content? Voilà. Et à ce moment-là, sans vous rendre compte, elle rentre sur vous. Comme ça, paf. Vraiment. Mais vous ne l'avez pas vu. Parce qu'après, il y a une deuxième pensée. Okay, la secrétaire, elle fait la gueule, et là, vous dites, ah bah oui, c'est parce que... Et là, boum, vous accaparez le message. Et puis, il y a une deuxième pensée. Et puis là, ça commence à devenir difficile la journée, parce que la journée n'a pas commencé. Et ben, là je ne peux plus parler, je ne peux plus voir, donc je perds ma lucidité, je perds mon intelligence, parce que je n'ai pas vu que je m'étais identifié à toutes ces pensées qui passent. Et ça, c'est le commun de nous tous. Enfin, je suis tout seul là-dedans ou bien... D'accord, ça me rassure. D'accord. Donc, la règle, c'est quoi? C'est que quand vous avez des pensées qui passent, mais laissez passer. Laissez-les passer. Vous identifiez pas à ces pensées. Elles ne sont pas réelles. Ce qui est réel, c'est nous, dans notre conscience, notre intelligence, dans notre capacité à aimer, notre capacité à projeter, à créer, ça oui. Mais toutes ces pensées-là, ça nous impacte. Alors, quel rapport avec la peur? Eh bien, la peur, justement, je parle des peurs psychologiques, je ne parle pas des peurs face à un danger où à ce moment-là, le signal d'alerte se met en route. D'ailleurs, face à un danger, si vous regardez bien, il n'y a pas de peur non plus. Il y a simplement ce signal d'alerte. Et nous avons perdu l'habitude d'être en rapport avec un danger. Je me souviens, il y a 3 semaines, je me suis fait charger par un sanglier en Ardèche. Je peux vous dire que le signal d'alerte s'est mis en route, et là, c'était action, quoi. Mais la peur ne s'est pas déroulée. C'est après qu'elle s'est déroulée. En me disant, tiens, non, j'ai failli y passer. Puis en plus de ça, si ce cochon-là s'était arrêté, il m'avait commencé à me bouffer tous ces messages négatifs qui créent à un moment donné un scénario. Donc ce que j'aimerais vous partager, c'est que toutes ces peurs psychologiques ne sont en fait la construction que d'un mental qui n'est pas suffisamment drivé, pas suffisamment domestiqué. Et je répète, ne vous jugez pas, nous n'avons pas appris à mettre de la conscience au quotidien dans nos relations.
Si je regarde quel est mon présent c'est vous, c'est la relation que j'ai avec vous. Mon présent, c'est mon corps, c'est aussi que là j'ai soif, c'est aussi tous mes sens qui sont en éveil, c'est aussi la difficulté que je ressens dans mon présent avec le projecteur qui est sur moi. Ça, c'est mon présent. Mon passé, c'était hier. Mon passé, c'était toutes les expériences que j'ai pu vivre ou toutes les expériences que j'ai pu accumuler. Bref, notre histoire. Vous avez une histoire, j'ai une histoire, ça fait partie du passé. Et mon futur, c'est demain. Demain étant une probabilité. Demain étant une hypothèse qui va me servir pour gérer, construire ma vie à la fois personnelle et professionnelle, dans mes projets, dans mes rencontres, dans mes rendez-vous. Mais au quotidien, quand je suis présent avec l'autre, je n'ai pas besoin d'être dans mon passé ou dans mon futur. Et si je commence à faire des liens et que j'interprète que demain peut être négatif, inévitablement, j'appelle le champ de la peur. Et ce champ de la peur-là va me polluer, va me gangréner, va me faire perdre une forme de joie au quotidien. Sans m'en rendre compte, je vais commencer à perdre un peu de vie. Un peu de vie. Donc nous avons tous intérêt, surtout dans le monde de l'entreprise, à intégrer et travailler comment nous fonctionnons les uns avec les autres. Le stress, le burn-out n'est que l'expression, effectivement, de ce mental qui, à un moment donné, est trop actif. Beaucoup de gens actuellement connaissent le burn-out, c'est un dysfonctionnement, les psychiatres appellent ça une maladie, mais en fait pour moi c'est un dysfonctionnement parce qu'on n'a pas appris, mais depuis une dizaine d'années, ce mental est suractif, sans arrêt, sans arrêt. Donc si vous pouviez tous les jours, et je vous invite vraiment à le faire tous les jours, de prendre une demi-heure pour vous, simplement une demi-heure, pour simplement goûter l'existence qui coule en vous. Une demi-heure par jour, de poser le mental, d'arrêter de réfléchir, mais d'être là où vous êtes pour pouvoir simplement goûter et vivre ce qui se passe dans l'instant. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez commencer à domestiquer ce mental et vous allez pouvoir l'utiliser quand c'est utile. Pour pouvoir aussi se libérer de plus en plus du champ de la peur, vous devez apprendre, et moi j'ai mis des années, vraiment des années, parce que c'est pas simple. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Il faut un entraînement, il faut du temps, comme toute discipline. Mais c'est possible. Si vous commencez simplement, dès que vous êtes dans une émotion, simplement le fait de reconnaître l'émotion. Simplement la reconnaître. Ou, si c'est dans un contexte adapté, de pouvoir l'exprimer. Si vous commencez une réunion et que vous commencez à sentir le trac étant une émotion mais de basse intensité qui s'appelle la peur, que ce soit le trac, l'appréhension, la crainte, la panique et la terreur, c'est en fait le même mécanisme. Donc si vous commencez une réunion et vous commencez à sentir un petit trac ou que vous avez une appréhension par rapport à un collaborateur ou un client, ma recommandation c'est exprimer cette émotion. Non pas tu me fais peur ou tu me stresses, mais voilà ce que je vis, voilà ce que je ressens, voilà ce que j'éprouve, et c'est important que je le partage. À ce moment-là, vous allez commencer à vous libérer. Mais si vous cherchez à dompter cet état, si vous cherchez à le contrôler, vous allez le renforcer. Pourquoi? Parce qu'un état ne dure pas, mais si je cherche à le contrôler, je le renforce. Donc si vous voulez vous libérer de ce champ de la peur, eh bien, rentrez dans l'état. Ça peut vous paraître bizarre, mais pour pouvoir sortir d'un état, il faut y rentrer. C'est comme cette pièce, nous ne pouvons tous sortir de cette pièce que parce que nous y sommes rentrés. Nous ne pouvons sortir de cette pièce que parce que nous y sommes rentrés. Donc un état, c'est pareil. Dès le moment où il y a, que ce soit une contrariété, une difficulté, une émotion à polarité négative, rentrez dans l'état. Ça veut dire accueillir l'état. Accueillir l'état comme un ami et simplement l'apprivoiser, sans le nommer, mais constater que vous êtes dans cet état-là. À ce moment-là, vous allez constater que l'état ne dure pas et va s'ouvrir à vous d'autres possibilités. L'autre chose importante que je voudrais vous partager,
c'est que l'opposé de la peur n'est pas le courage. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre et surtout intégrer que le courage, c'est d'agir avec sa peur et que l'opposé de la peur n'est pas non plus la confiance. La confiance, c'est la conséquence d'un début de libération de cette peur qui est présente dans beaucoup d'activités. L'opposé de la peur, c'est le désir. Si vous regardez bien, c'est l'envers et l'endroit d'un même système, d'une même médaille. C'est comme pile, c'est comme face. Donc si j'ai peur d'échouer, juste derrière, mon désir, c'est réussir. Si j'ai peur de tomber malade, mon désir, c'est d'être en bonne santé. Si j'ai peur à un moment donné de ne pas y arriver, mon désir, c'est d'y arriver. Donc une des clés, c'est de pouvoir passer de la peur au désir, et ce désir-là va vous propulser, parce que les désirs nous amènent dans un champ énergétigène. Nous créons de l'énergie. Alors que la peur nous rabaisse dans un champ énergétivore, nous consommons de l'énergie. Et beaucoup de messages, et je ne vous apprends rien, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, sont des messages plutôt négatifs, des messages de peur, mais nous sommes responsables aussi, responsables non pas au sens fautif, mais au sens de acteurs, nous sommes responsables que c'est bien nous qui les lisons, et nous avons aussi la capacité d'arrêter de lire pour pouvoir s'orienter vers ce désir. Donc le petit exercice que je voudrais vous proposer maintenant, parce que comme disait mon maître chinois que je n'ai pas eu, parler ne fait pas cuire le riz, je vous propose de vous lever et de vivre et d'exprimer un désir de rencontre, mais de passer de table en table, parce que j'ai cru comprendre que chaque table, il y avait un codir, et donc d'aller vers quelqu'un que vous ne connaissez pas et de le prendre dans votre bras, voilà, dans vos bras, voilà, littéralement, dans le désir de rencontre, comme si c'était votre meilleur ami, hein, que vous enfin vous retrouvez. Voilà, je vous invite à vous lever, ok, et vraiment, et écoutez bien le signal d'alerte. Voilà, d'aller vraiment, tout en conscientisant ce qui se passe. Bien, je vous remercie. Vous voyez, ce sont des notions simples qui ne sont pas évidentes. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une histoire de pratique. D'ailleurs, certainement, après le dîner, puis un bon verre de vin, ce sera plus simple. Mais en fait, ce que je voudrais vous partager, c'est que c'est pas facile, mais ça vaut le coup. Et je n'oublie pas le gamin que je pouvais être, même si de 20 ans jusqu'à 28 ans, j'ai expérimenté la vie sur beaucoup de choses, j'ai eu une intensité de vie, mais concrètement, j'avais aucune responsabilité. J'avais 20 ans, 22 ans, jusqu'à 28 ans, je me sentais libre, alors que à ce jour, à 61 ans, où je suis aussi père d'un enfant qui a 21 ans maintenant, et puis je suis marié, et puis je suis aussi chef d'entreprise, j'ai plein de responsabilités. Eh bien, je me sens beaucoup plus libre à 61 ans, je me sens beaucoup plus vivant à 61 ans, avec toutes les responsabilités que je peux avoir et que vous connaissez, que quand j'avais 20 ans, où j'avais zéro responsabilité. Parce que ce que j'ai découvert et intégré, c'est que cette liberté intérieure, elle passe par cette connaissance de soi, de comment nous fonctionnons. Et au fur et à mesure que vous allez pratiquer, si vous en avez la volonté, vous allez découvrir qu'en chacun d'entre nous, il y a un joyau, il y a une multitude de pépites qui ne demandent qu'à éclore pour pouvoir oser, agir, concrétiser, réaliser, aimer et aussi se laisser toucher les uns avec les autres, puisque nous sommes tous des êtres humains embarqués sur un même bateau qui s'appelle l'humanité. Mais pour cela, et c'est ce que je voudrais vous proposer, non pas comme une vérité, mais tout simplement comme un point de vue, c'est que ce serait de relativiser nos activités professionnelles pour arrêter d'être sous pression et que ça devienne un monde un carcan, mais que nous pouvions constater, observer que nos métiers, et c'est ma conviction, que mes activités professionnelles ne sont qu'un moyen et non pas un but. Un moyen de pouvoir me réaliser
Et je trouve ça d'ailleurs extraordinaire parce que si vous regardez bien, la personne avec qui nous passons le plus de temps par jour, 24 heures sur 24, c'est nous-mêmes. 365 jours sur 365 jours, nous sommes en permanence en relation avec nous-mêmes. Et de ce point de vue-là, si je veux être un bon compagnon pour l'autre, ou un bon collaborateur, ou un bon patron pour l'autre, je dois apprendre déjà à être aussi un bon compagnon pour moi-même. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, mais dès qu'il y a une difficulté ou une contrainte, d'en prendre l'opportunité que, tiens, j'ai quelque chose que je peux apprendre sur moi pour pouvoir après le partager. Et je vous garantis que ça vaut la peine. Ce n'est pas toujours facile, ça n'empêche pas les gamelles, ça n'empêche pas les chutes, ça n'empêche pas des fois des déceptions, mais ça vaut le coup. Et pour terminer, j'aimerais vous partager un texte de Goethe que je trouve complètement adapté à notre époque et qui dit « Avant d'être totalement engagé, la peur et l'hésitation nous tenaillent. Il reste une chance de se soustraire à l'initiative et toujours la même impuissance devant la création. C'est qu'il existe une vérité première dont l'ignorance a déjà détruit d'innombrables idées et de superbes projets. C'est qu'au moment où l'on s'engage totalement, la providence éclaire notre chemin. Une quantité d'éléments sur lesquels on ne pourrait jamais compter par ailleurs contribuent à nous aider. Le désir et la décision engendrent un torrent d'événements et l'individu peut alors bénéficier d'un nombre de faits imprévisibles, de rencontres et du soutien matériel que nul n'oserait jamais espérer. Quel que soit ce que vous croyez pouvoir faire ou rêver de faire, faites-le. L'audace a du génie, de la puissance et de la magie. Commencez dès maintenant. Merci pour votre écoute.